4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établi dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Yop l'équipe, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, c'est Vico. Aujourd'hui on se retrouve pour le 52e numéro de notre carrière avec la All Elite Wrestling, toujours sur TEW 2016. On s'était laissé lors du dernier épisode qui est sorti la semaine dernière, puisque oui, ça y est, nous sommes à nouveau réguliers sur cette série avec un 3 contre 3 dans le main event du dernier Dynamite du mois d'octobre 2008. Kevin Nash qui avait voulu prouver à Steve Austin que sa concurrence, à savoir Samoa Joe, Christopher Daniels, Doug Williams, Kevin Steen et consorts, était une concurrence faible et que c'était un champion fort parmi les faibles, ce qu'il a plutôt bien exposé, on va pas se le cacher, avec en plus une victoire plutôt clean, 84 de rating, notre meilleur show de l'histoire de la fédération. Et aujourd'hui, bien sûr, nous allons booker l'intégralité du mois de novembre 2008 avec non pas 8 shows, mais 9, parce que oui, nous allons en tout de fin du mois de novembre booker le dernier pay-per-view de l'année, AEW Blood and Guts. On va donc tout de suite partir pour le booking du premier show, à savoir le Rampage de la première semaine du mois de novembre 2008, notre fameux show B, avec des incidents apparemment backstage, 96% de rating global, mais attention, ça clignote rouge, que se passe-t-il? Incident impliquant Ken Anderson et Chris Hero. Donc il y en a beaucoup là, d'incidents, ça fait pas plaisir. Ken Anderson qui a été un connard backstage, qui a provoqué physiquement l'ami Chris Hero. Et forcément, va falloir que je traite avec la situation. C'est une amende, voilà, rien ne résulte de ça, très, très bien. Minoru Suzuki, Earl Hebner, que se passe-t-il? Apparemment, Minoru Suzuki a provoqué Earl Hebner. Et il y a eu un gros argument. Alors, c'est pas devenu physique, mais enfin quand même. Slap over wrist. Voilà, rien ne résulte de ça, c'est resté, on va dire, cordial. Enfin, cordial. On est resté au mot en tout cas. Incident impliquant Barbara Keenan. Voilà, là par contre, c'est plutôt positif. Elle a a priori amené de la boisson pour tout le monde. Merci Barbara Keenan. Et Brooke Adams, est-ce que c'est positif? Oui, elle a organisé un tournoi de poker. Merci mesdames, ça contraste bien sûr avec l'attitude de ces messieurs qui se sont comportés comme des véritables connards. Allez, c'est parti pour le premier Rampage du mois de novembre 2008. 1100 personnes, OMO Arras Casino, et on démarre plutôt bien avec un 56 de rating, plutôt correct. Et Nick Nemeth qui est le premier à apparaître à l'écran au micro. Dami Weber, toujours bien accompagné par Barbara Keenan, il a aussi sa ceinture sur l'épaule. Tout va bien pour Nick Nemeth qui a remporté un match par équipe la semaine dernière, alongside l'ami James Storm, qui est bien sûr son pote au sein de la All Elite Wrestling. Il a d'ailleurs une parfaite chemistry, il a battu l'équipe composée d'Austin Harris et de Ted DiBiase Jr., faisant à nouveau le tomber sur le fils du $1 million man. Forcément, Nick Nemeth, il est assez taquin par rapport à ça, mais il va vite se faire interrompre par Austin Harris. Austin Harris qui a beaucoup de respect pour Nick Nemeth, mais malgré ce respect qu'il lui voue par rapport à son long règne, par rapport à ses défenses de titre qui ont été remarquables, et bien aujourd'hui, il se positionne comme étant le challenger numéro 1. Et Austin Harris, il veut mettre un peu plus de piment dans cette rivalité et dans ce futur affrontement qui aura lieu très prochainement, en proposant à Nick Nemeth un Beat the Clock Challenge. Et le vainqueur de ce Beat the Clock Challenge, forcément, peut choisir derrière la stipulation de leur affrontement. Et Nick Nemeth, qui est très joueur et très compétiteur, accepte bien sûr la proposition d'Austin Harris. Et Nick Nemeth sera le premier à se soumettre à ce Beat the Clock Challenge ce soir dans le main event. 56 de rating, c'était plutôt correct comme mise en matière. Derrière, Lacey Van Erich va faire équipe avec Angel Williams, les deux qui sont plutôt
côte à côte depuis qu'elles ont rejoint Rampage, elles sont de tous les coups ensemble, et elles vont affronter Rebecca Knox et Rain, parce que Lacey Van Erich la semaine dernière, elle a voulu confronter Rebecca Knox et Rain, leur dire un petit peu ce qu'elle pensait de leurs agissements, et elle s'est pris une double knockouts. Et forcément, bah là, elle veut se venger avec sa copine Angel Williams, mais malheureusement, vous l'imaginez bien que les faces Rebecca Knox et Rain, la championne et la future challengeuse, vont forcément prendre le dessus sur ces filles qui nous servent plus ou moins de jobbeuses. Match terrible sur le papier, Rebecca Knox et Rain qui défont Lacey Van Erich et Angel Williams en 7 minutes 47 quand Rain va mettre KO Lacey Van Erich. En plus, Rain, Lacey Van Erich, il y a eu une petite histoire, un petit passif. Ça permet quand même de rappeler un petit peu tout le monde au beau souvenir. Performance de 26 pour Angel Williams, 20 pour Lacey Van Erich, mon dieu, 44 pour Rain, tout comme pour Rebecca Knox. Voilà, reste correct. Hein. Heureusement qu'on a fait ce choix d'affiche Rebecca Knox Rain pour le championnat TBS, parce que c'est vrai que ça vole pas bien haut pour Angel Williams et Lacey Van Erich. Et enfin le main event qui fait un 55 de rating très très solide, match compétitif pour Nick Nemeth puisqu'il affronte Buff Bagwell, bien sûr, match décent qui est remporté par Nick Nemeth. Forcément Buff Bagwell va devoir s'incliner après 12 minutes 48 de combat via pinfall et le leaping reverse STO, victoire de Nick Nemeth qui donc met le temps à battre 12 minutes 48 et on verra bien si la semaine prochaine l'ami Austin Aries fait mieux que Nick Nemeth, l'actuel champion intercontinental. Performance de 57 de Nick Nemeth que je trouve très agréable. Et bien sûr, on fait un 52 de rating plutôt solide. Voilà, 52, ça reste une note correcte, même si bien sûr il n'y a pas de commentaire spécifique à faire par rapport et bien malheureusement à ce show, parce que ça reste un show B, et que c'est pas forcément là où on nous attend. Là où on nous attend, c'est sur Dynamite, alors que le jeu vient de bugger. Le jeu, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà, ça y est, il est revenu parmi nous. Il est revenu parmi nous, alors qu'on nous annonce que Bobby Billard s'est en allé de la FCW. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être mal utilisé, pas heureuse là-bas. 0.20 de TV rating du côté de Rampage, que s'est-il passé? Qu'en est-il réellement? 150 130 viewers. Voilà, ça reste correct. Est-ce que c'est dans les eaux de ce qu'on avait fait la semaine dernière? C'est même plus que ce qu'on avait fait la semaine dernière, puisqu'on gagne 4000 viewers de plus. Voilà, ça c'est bien, c'est aussi bon pour le business et l'expansion de ce show B. Voilà, où on est de plus en plus qualitatif. On espère bien sûr qu'on sera aussi qualitatif pour le show qui suit maintenant, à savoir Dynamite, premier du nom en ce mois de novembre 2008. Et bien écoutez, pas d'incident backstage, pas non plus de personne qui a des obligations extérieures à la All Elite Wrestling. Je vais mettre à jour les bootcasters et booker le show de mon côté, et puis comme d'habitude on en parle juste après. Un peu plus de 11 000 personnes au Viacom Choice Union Center pour suivre en direct live le premier Dynamite du mois de novembre 2008 et vous le voyez, on démarre avec une belle note de 82 qui pète bien sa maman et Kevin Nash qui arrive le premier dans le ring. Kevin Nash qui se félicite bien sûr de sa victoire dans le main event de la semaine dernière, main event 3 contre 3 où il a fait équipe avec les champions, la Nightmare Slayer face au champion du monde Steve Austin et à sa plus féroce concurrence Samoa Joe et Christopher Daniels. Et Kevin Nash, il a prouvé son point la semaine dernière en battant Samoa Joe au centre du ring et quelque part exposant Steve Austin pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un champion fort parmi les faibles, et donc désormais il veut son opportunité au titre face à Steve Austin. Il estime qu'il est légitime pour tout simplement corriger dans le main event du dernier pay-per-view de l'année Steve Austin pour lui prendre son titre et devenir un 2 fois champion du monde. Seulement Christopher Daniels va interrompre Kevin Nash. Christopher Daniels qui d'abord aime beaucoup le nouveau look de Kevin Nash, il le trouve extrêmement classe avec son costume, cravate, et puis surtout il apprécie sa nouvelle attitude, puisque oui, il n'est plus désormais entouré. Kevin Nash, il gagne les matchs par lui-même, il y a toujours un petit peu de gruge, c'est vrai, mais ça reste léger, il n'y a plus personne pour faire le sale travail en amont. Mais Christopher Daniels, il n'est pas trop d'accord avec Kevin Nash. Sa concurrence à Steve Austin, il ne l'a pas battu, en tout cas pas totalement, parce que Christopher Daniels n'a pas pris le tombé, et Christopher Daniels c'est une concurrence sérieuse. Kevin Nash, vous imaginez bien que ça te fait rigoler, parce que Christopher Daniels, à chaque fois qu'il a affronté Kevin Nash, il s'est fait river les épaules dans des singles competition, donc il ne prend pas vraiment en compte le challenge de Christopher Daniels. Et Christopher Daniels va venir titiller Kevin Nash en lui disant: qu'est-ce qui se passe? T'as peur de m'affronter? T'as peur de remettre ta place de challenger en jeu ce soir dans le main event? Kevin Nash, même s'il a un nouveau look apparent changé, et bah il est toujours un peu avec les mêmes convictions. Personne ne doit remettre en doute son statut. Et donc Kevin Nash ce soir va corriger Christopher Daniels. Il lui dit: t'aurais jamais dû me dire ça, je vais te péter en 2, en 3, en 4, en 5, en 1000 ce soir dans le main event. Kevin Nash, il veut corriger Christopher Daniels. Austin et Nash Mitoyen, forcément vous imaginez bien que la storyline avance parce qu'on a bien sûr mentionné Steve Austin. Très belle prestation de Kevin Nash tout comme de Christopher Daniels pour permettre au show de démarrer sur de très
bon rail. On trouvera ces deux garçons-là dans le main event pour, on l'espère, un match qualitatif. Les Nightmare Slayers qui vont faire un petit coucou face aux Briscoe, histoire de donner un petit peu d'exposition à Mark et à Jay. Victoire bien sûr des champions par équipe dans un match décent. Les Briscoe qui auront quand même tenu 10 minutes 20 et on leur a donné le tombé victorieux à Cody Rhodes sur Jay Briscoe avec un Flying Crossbody, 68 de performance in ring, des performances de 33 pour Mark, 37 pour Jay, 42 pour Cody Rhodes qui commence à monter petit à petit, puis Bryan Danielson bien sûr qui a porté le match avec un 84 de rating, de très belle facture. On retrouve ensuite Paul Heyman dans le ring après la coupure pub, accompagné de Michel McCool et Milena Perez pour tout simplement un have a seat avec Paul Heyman. Tout le monde va s'asseoir face à Paul Heyman pour qu'on puisse, quelque part, promouvoir ce match. Michel McCool, Milena Perez, deux anciennes filles de la WWE qui ont eu des mots très durs. Enfin, surtout Michel McCool à l'encontre de Milena Perez en disant que certes elle venait de la Major League, mais qu'elle n'avait jamais rien fait dans cette Major League et qu'elle était là-bas une faible parmi les fortes. Et que là, désormais, elle se laissait pousser des ailes en quelque part s'inventant un personnage, un pedigree, un palmarès qu'elle n'avait jamais eu. Milena Perez qui avait très mal pris la chose, qui avait derrière, on s'en souvient, attaqué de manière très significative Michel McCool, qui avait occasionné derrière une disqualification, et vous imaginez qu'il y a plein d'ondes d'oiseaux qui vont derrière se mettre en place entre Michel McCool et Milena Perez, on va s'échanger des politesses. Paul Heyman qui va complètement perdre le contrôle du match et le contrôle du segment, et ça va se finir en catfight, histoire de bien promouvoir cette rivalité Michel McCool, Milena Perez, et ce match qui va arriver très prochainement. Paul Heyman qui a été très bon, Michel McCool aussi. En revanche, Milena Perez, elle n'a pas été à son avantage durant ce segment, mais la storyline avance, gagne de la hit, certainement grâce à la présence du chairman, enfin du booker, puisque on rappelle que dans notre reality virtuel, le chairman de la fédération, c'est ni plus ni moins que Shane McMahon qui a repris dans notre reality virtuel également les rênes de la WWE. Jon Moxley face à Tyler Black, c'est le match pour devenir challenger numéro 1 au titre de Minoru Suzuki, le fameux titre TNT qu'il a pris, on le rappelle, aux mains de Travis Hummel, avec, on le rappelle, derrière cette victoire via stoppage du japonais face à l'ancien champion de la TNT qui semblait extrêmement confiant, extrêmement bien établi dans la mid-card de cette division, et à la grande surprise, Minoru Suzuki est venu lui shipper le titre. Et donc désormais, il faut un challenger. Tyler Black est venu, on le rappelle, essayer de confronter Minoru Suzuki. Mais on lui a dit avant ça, mon petit pote, tu vas essayer de battre d'abord ton partenaire qui fait tout le travail. Jon Moxley face à Tyler Black. Don Callis est bien sûr aux abords du ring, car il est même à la table des commentateurs pour commenter l'action. La storyline était World d'ailleurs gagne de la hit avec ce segment. Mais bon, elle était tellement basse cette hit qu'on peut que la remonter. Match bon sur le papier. Jon Moxley face à Tyler Black. 12 minutes 03 de combat. Victoire de Jon Moxley via roll-up sur Tyler Black, qui est fou à la fin du match. Il comprend pas ce qui lui arrive, il a perdu à nouveau. Ah ouais. Forcément, ça fait sourire Don Callis, vous l'imaginez. Performance de 68 pour Jon Moxley, 66 pour Tyler Black. À l'issue de ce match, Tyler Black s'en va. Jon Moxley veut consoler Tyler Black, lui serrer la main, même le relever. Tyler Black, il balance la main de Jon Moxley. Non, laisse-moi tranquille, je m'en vais. Et Jon Moxley, il a envie d'aller vers son pote. Seulement Don Callis se dit non, mais laisse-le, il en vaut pas la peine. Tu vas avoir un match face à Minoru Suzuki, gamin, tu vas avoir un match pour le championnat TNT, c'est l'opportunité de ta vie. Qu'est-ce que t'en as à faire d'un mec qui arrête pas de perdre, d'un mec que tu portes à bras le corps, qui a pas ton niveau. Concentre-toi sur ce qui est vraiment le plus important pour ta carrière. Essayer d'aller chercher ce titre TNT. Enfin, on a un Don Callis qui essaie de monter Jon Moxley face à Tyler Black, ou monter d'ailleurs Tyler Black face à Jon Moxley, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jon Moxley va prendre l'opportunité et affrontera très prochainement Minoru Suzuki pour le titre de la TNT. La storyline avance bien sûr grâce à ce segment. Don Callis qui a été très bon pour aller en dehors du script et improviser à son avantage. Il y a eu le palme tout entière dans ce segment. Il a bien pu interagir avec la foule, ce qui était quand même plutôt pas mal. Derrière, le main event nous fait un 80 de rating très intéressant entre Christopher Daniels et Kevin Nash. Franchement, quand vous voyez les performances de Kevin Nash qui fait 60, merci Christopher Daniels qui fait un 76 très correct. On a plutôt bien booké le match, parce que si la note globale surpasse les notes de performance in-ring, ça veut dire que le booking était consistant et était le bon. D'ailleurs, la gimmick de Christopher Daniels est en train de stagner, il va falloir peut-être penser à la changer. Match avec une fantastique hit et du bon catch. Christopher Daniels
va perdre contre Kevin Nash, 13 minutes 26 de combat, après le Jackknife Powerbomb, victoire clean de Kevin Nash qui apparemment s'est blessé. Voilà, bruised rape, alors il s'est brisé les côtes, mon dieu, j'espère que c'est pas trop grave. Là on va avoir la blessure de 25 jours, on va rigoler. Je suis pas du tout confiant quant à la blessure de Kevin Nash, on va tout de suite aller voir ça. On fait un 77 de rating très solide, améliore de popularité dans les 13 régions où nous sommes diffusés, forcément moins qualitatif que le 84 qu'on avait pu faire, mais en même temps, hein, voilà, à un moment donné, c'est dur aussi de faire des ratings de 84 à chaque fois. 77, ça reste un show de bonne facture, alors qu'on a le beau profil de Yoshiya, catcher qui était entraîné par Taka, Kidojo, voilà, pourquoi pas, et qui apparemment fait pas mal de piges dans la scène indépendante. Alors par contre, la blessure de Kevin Nash, ça va pas du tout. Le deal qui s'expire avec la FX dans un mois, Kevin Nash blessé, Mark Briscoe qui se plaint de son booking, 2.35 de TV rating. On va aller voir ce qui se passe, j'ai très peur de la blessure. 1 762 000 viewers cette semaine. C'est forcément un petit peu moins que la semaine dernière, on paie forcément le show un peu moins qualitatif, mais ça reste, on va dire, correct, hein, c'est un bon show. Au niveau du medical, j'ai très peur. Non, ça va, c'est 4 jours. Ah, entre Kevin Nash, là, qui m'a fait peur, et Claudio Castagnoli, il y a quelques semaines, je suis bien content de m'en sortir avec des blessures jugées plutôt mineures. Pas mal de contrats à renouveler ces derniers jours, et pas des moindres, en tout cas en ce qui concerne Christopher Daniels et Bryan Danielson. On va les négocier ensemble, histoire que vous puissiez voir un peu ce qui se passe dans les coulisses. Renégociation avec Bryan Danielson, alors vous voyez, ça serait 28 000 $ par mois, hein, pour Bryan Danielson. Ça coûte un bras, on va essayer de le garder en paix par apparence, surtout qu'il est loyal à la fédération, donc pas de raison pour l'instant d'aller le signer en contrat exclusif. 4300 par apparence, je pense que ça sera pas mal, on va lui mettre 4000 de downside. Sur 2 ans, je pense qu'on sera plutôt pas si mal. Il va accepter, je pense, les termes du contrat. Je vois pas pourquoi il ne les accepterait pas. Christopher Daniels, qui pareil, est en fin de contrat. Christopher Daniels qui a perdu, bien sûr, face à l'ami Kevin Nash, mais on peut aussi le mettre en paix par apparence. Voilà, même si c'est cher, bien sûr. Là, on va essayer de le blesser à 4300 et puis une de side à 4000 aussi pour le Fallen Angel, qui est toujours très performant dans le ring. On le rappelle, ancien double champion par équipe et bien sûr ancien champion de la TNT avec un énorme règne. Et d'ailleurs, le plus de défense de titre, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, on va officialiser la demande par la proposition de contrat et je vais aussi, je pense, pouvoir prolonger certains avec Jay Briscoe qui accepte sa prolongation de contrat et bien sûr l'ami Matt Jackson qui fait de même. Je crois que Nick déjà l'avait fait, et vous voyez, on est encore en contrat négociation avec El Generico, Travis Fionnel, Mac Mizanin, Terry Funk, Cole Cabana, Tanya Madison, parce que voilà, c'est tous ces bons gens arrivaient plutôt en fin de contrat, il fallait impérativement les conserver, alors surtout pour El Generico et Travis Fionnel, bien évidemment, Terry Funk qui est très important dans les backstage. Pour le reste, c'est vrai que voilà, Tanya Madison, c'était peut-être un petit peu plus de... Voilà, pour dire que pour l'instant, Mike Mizanin n'en fait pas grand chose, et bien sûr, Bryan Danielson, Christopher Daniels, des éléments très importants de notre fédération. Des incidents backstage dans les locker rooms du deuxième Rampage du mois de novembre 2008, 96% de rating, mais attention, ça clignote rouge, avec moins d'incidents que la semaine dernière. El Generico, Cole Cabana, ça devrait bien se passer normalement. Cole Cabana, El Generico, qui, a priori, ont découvert l'amour des films historiques. Pourquoi pas, hein? Voilà, ils vont se faire peut-être un petit cinoche un de ces 4 matins ensemble après les shows, et un incident impliquant Angel Williams. Que s'est-il passé? Angel Williams qui apparemment a organisé et gagné un tournoi de jeux vidéo. Angel Williams est une geek, Angel Williams est une gameuse, et Angel Williams a mis une pinasse à tout le monde. Un peu moins de 1100 pèlerins au Emo Arras Casino dans le Midwest, on ne sera pas sell out, c'est assez rare pour être signalé. Pourtant, on démarre avec un bon 55 de rating pour le showbé, ça reste qualitatif. Et Nick Nemeth qui va retrouver Austin Aries dans les backstage. Austin Aries qui va féliciter Nick Nemeth pour sa victoire retentissante face à Buff Bagwell, parce que ouais, attention, gros pédigré, gros palmarès. Le garçon et Nick Nemeth, forcément, qu'on fait des caisses, vous l'imaginez, parce que certes, il est face, mais c'est le show-off, il est beau gosse, il a une ceinture sur l'épaule, c'est le champion, il a une belle plante à son bras. Ah, c'est Nick Nemeth quoi, bref, il se la pète. Et ce soir, il annonce Nick Nemeth à Austin Aries que eh ben, ça sera à lui désormais de se soumettre à ce Beat the Clock Challenge face à un adversaire de son choix, hein, et il laisse
présageait de la présence de James Storm dans le main event face à Austin Aries. Nick Nemeth qui a été apparemment dégueulasse pour aller en dehors du script, c'est pas la première fois que ça m'est rapporté Austin Aries qui n'a pas été bon non plus. La performance de Barbara Keenan qui apparemment été bonne, c'est la seule qui a bien performé dans ce segment, merci Barbara Keenan d'avoir sauvé les meubles. Nick Nemeth, ça me fait de plus en plus peur de voir qu'il est toujours aussi mauvais dans le dialogue, et d'ailleurs qu'il fait des erreurs. Pourtant, il n'a pas une mauvaise note en entertainment, ni au micro. J'arrive pas trop à comprendre pourquoi ça fonctionne pas. C'est pas grave, ça peut arriver. Derrière, Daphné et Sweet Saraya qui vont faire face à Edgely et Serena Deeb, match un petit peu, pas dire Osef, mais on calme un petit peu les choses dans la division féminine de Rampage. La championne et la challengeuse étaient en action la semaine dernière. Là, on va essayer de promouvoir d'autres filles, et notamment de donner du momentum à Sweet Saraya, qui est toujours un bon élément, qu'on avait utilisé aussi à un moment donné comme étant challengeuse numéro 1 il y a quelques mois, même quelques années de cela, pour le titre mondial féminin. Elle va prendre du momentum en battant Serena Deeb via pinfall avec une superplex. 42 rating, c'est pas forcément excellent au niveau des performances. En revanche, 46 de rating pour Sweet Saraya, ça reste quand même pas mal. 28 pour Daphné, 25 pour Serena Deeb, et Gilly a un peu baissé, 25, alors qu'elle était capable de faire des 30 à un certain moment, mais forcément, comme on ne l'utilise pas régulièrement, bah vous imaginez bien que ça ne peut pas non plus progresser aussi rapidement qu'espéré. A noter qu'Edgely et Serena Deeb ont pas du tout ont pas du tout une bonne chemistry dans le ring, il y a un manque de timing clair, net et précis, mais bon, victoire de Sweet Saraya qui prend un peu de momentum. Enfin, le main event au scénariste James Storm, 66 de rating, je m'attendais clairement pas à moins, parce que franchement, les mecs, ils savent faire dans le ring. Au scénariste est à 59 de performance in ring, James Storm est à 65, c'est un mec qui pourrait être dans la course au championnat TNT, bien sûr, du côté de la division principale, qui n'est pas utilisé forcément à sa juste valeur, et il fait partie de ces garçons qui sont pas forcément extrêmement bien bookés, mais quand même on lui donne 2-3 victoires du côté de Rampage, mais là il va perdre, il va se coucher pour Austin Aries bien sûr, match décent, qui va se terminer par un 450 splash après 11 minutes 28 de combat, et forcément bah, ça permet à Austin Aries de battre le temps de l'ami Nick Nemeth, et donc de choisir la stipulation. Victoire retentissante sous les yeux de Nick Nemeth, qui pensait pas Austin Aries capable de battre son pote. Ah, peut-être ascendant psychologiste pour Austin Aries. Et derrière, Austin Aries annonce, avec bien sûr Ted DiBiase Senior qui est à ses côtés, à Nick Nemeth qui est présent avec Barbara Keenan sur la rampe du ring, que ça sera du côté de Blood and Guts un 2 out of 3 falls match, histoire que le vrai gagnant, le homme le plus fort, soit celui qui triomphera finalement à la fin de ce match. Voilà, plus exit les interventions, exit éventuellement les petites surprises avec un petit paquet. Là, c'est un 2 out of 3 falls, ce qui signifie qu'il n'y aura pas d'excuses. Voilà, le champion sera celui qui sera sorti vainqueur, bien sûr, de cet affrontement, mais surtout sera celui qui aura été le plus fort dans le ring. Voilà, parce que Austin Aries, certes, il est heel, mais attention, il est quand même compétiteur dans l'âme, et beaucoup de respect pour Nick Nemeth. Storyline avance aussi, il gagne de la hit, cette storyline The Money Man qui dure depuis plus de 2 ans et demi maintenant. Et on fait un très bon 62 de rating qui va nous permettre un petit peu quand même, pourquoi pas, d'espérer un rating global, notamment via télévision, supérieur à celui de la semaine dernière. Parce que oui, on avait quand même fait un bon rating la semaine dernière, mais peut-être qu'avec ce show qualitatif, très qualitatif pour un show B, on arrivera à faire péter l'audience, bien sûr, alors que là on a le profil de JJ Perez, je n'ai pas eu le temps de lire, malheureusement. Peut-être que c'était un garçon intéressant. 0.21 de TV rating, effectivement, c'est plus que la semaine dernière, puisqu'on avait fait un 0.20 la semaine dernière, 150 100 viewers. Là, c'est vrai qu'on est à 163 000, on gagne 10 000 viewers de plus. C'est quand même à signaler. Alors, au niveau des signatures de contract negotiation avec Talia Madison, qu'on n'utilise pas forcément beaucoup, mais ça reste quand même une fille qui, pourquoi pas, peut dépanner quand on a besoin un peu de sex appeal, notamment pour des bikini contests ou pour des petits striptease pour combler un peu la carte de temps en temps. Voilà, elle ne me servira pas vraiment à autre chose, Talia Madison, mais bon, c'était bien de la garder parce que Talia Madison, si je ne dis pas de bêtises, elle est en couple avec l'ami Tyler Black, Talia Madison. Est-ce que je vais arriver à la retrouver? Oui, Talia Madison. Talia Madison, elle est en couple avec Tyler Black, et c'est vrai que Tyler Black, ça serait bien de le garder dans un bon mood, sachant qu'en plus il a une influence négative dans les backstage. Allez, go désormais pour Dynamite, et en espérant qu'il n'y ait pas d'incident backstage. Bon, s'il y en a des incidents, espérant qu'ils soient positifs. Incident impliquant Christopher Daniels et bien sûr Ted DiBiase Jr. Ça, c'est les tips qu'il donne à ses protégés. Apparemment, il lui donne des tips pour devenir babyface, pardon. Ce qui n'est pas forcément le plan avec Ted DiBiase Jr. Cody Rhodes me dit pas qu'il va lui donner des tips de babyface. Non, de la psychologie, c'est mieux.
Cody Rhodes, il a de la chance, il a un très bon mentor, et c'est vrai que ça va peut-être l'aider, hein, la psychologie dans le match. C'est beaucoup plus utile ce genre de tips à Cody Rhodes que ce que ne l'était pour l'ami Ted DiBiase Jr. Je boucle le show de mon côté, bien sûr on en parle juste après comme d'habitude, ne bougez pas, on se retrouve très vite. Revoilà le Vico, 1/10 de seconde et il réapparaît plus rapide que la lumière comme la Team Rocket, 11 299 pèlerins au Yacom Choice Union Center dont le Midwest et Bryan Danielson et Cody Rhodes, les champions par équipe qui ouvrent le show. Bryan Danielson, Cody Rhodes, ils ont le vent en poupe, déjà 2 défenses de titre, et il y a 2 semaines ils ont le main event avec bien sûr la victoire puisque Kevin Nash a fait le tomber sur Samoa Joe et puis la semaine dernière ils ont affronté les Briscoe, ils se félicitent bien sûr les deux d'avoir réussi à donner un bon match aux Briscoe et c'était pas gagné sur le papier. Bryan Danielson, Cody Rhodes, ils en font des caisses et Paul Heyman va venir les confronter. Paul Heyman qui va demander à cette équipe de quelque part élever le niveau de cette division par équipe. Parce que Paul Heyman il voit l'argent, Bryan Danielson c'est devenu une star, Cody Rhodes c'est le fils d'eux, il a un nom connu, il a un pédigré, le catch coule dans ses veines. Donc Paul Heyman veut que Bryan Danielson et Cody Rhodes puissent élever cette division par équipe. Bryan Danielson, Cody Rhodes, envieux bien évidemment de se mettre en valeur, accepte la proposition de Paul Heyman. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait un match 4 contre 4 derrière. J'ai mis ça en style de show. J'ai dit, allez, ça peut bien se passer. Les Nightmare Slayers vont affronter New Age Outlaws, The Nest, qu'ils ont battu bien évidemment respectivement dans le tournoi et après. Et ils vont faire équipe avec les Steiner Brothers qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Match avec une bonne 8, ça fait 78, du descend catch. Nightmare Slayer et les Steiner Brothers remportent bien sûr ce match face aux New Age Outlaws et au Nest. 14 minutes 37 de combat, Bryan Danielson qui défait Tyler Black. La losing streak via pinfall avec le Dragon Suplex. En termes d'in-ring work, bien sûr, Bryan Danielson est au-dessus de tout le monde puisqu'il fait un énorme 84. Voilà, 44 de Cody Rhodes, son partenaire, ça commence à monter petit à petit. Bryan Danielson qui a paru bon, tu m'étonnes. 41 de Rick Steiner, mon dieu, bon, tu me diras, il progresse. 66 de Scott, par contre, on a un petit peu régressé, mais normal, on l'a pas utilisé ces derniers temps. John Moxley est à 61, Tyler Black est à 64, et des performances très moyennes de Beji et Kip James qui me font respectivement 61 et 65. Les Heels triomphent, bah attention. Derrière, on retrouve backstage Claudio Castagnoli et Bobby Roode au micro d'Amy Weber qui vont s'affronter ce soir dans le main event pour leur 5e et dernier match. Claudio Castagnoli, Bobby Roode, ils sont à 2 partout. Forcément, on a envie de prendre ce spot, cette place pour devenir challenger. On a envie d'avoir ce match de championnat. Claudio Castagnoli qui ne veut pas renoncer à son rêve, Claudio Castagnoli qui par tous les moyens veut gagner ce match, tout comme Bobby Roode qui s'est fait avoir plusieurs fois, et donc 2 fois par Claudio Castagnoli avec des tactiques un petit peu douteuses. Bobby Roode qui lui explique qu'on va pas apprendre au vieux singe à faire la grimace. Bref, pas mal de tensions entre Claudio Castagnoli et Bobby Roode qui vont s'affronter pour, on le rappelle, un spot et un match de championnat. 61 de rating, ça reste correct, même si la storyline perd un peu de hit parce que l'ami Claudio Castagnoli a pas été bon pour aller en revue du script, tout comme d'ailleurs Bobby Roode. Mais rassurez-vous, on gagnera de la hit un petit peu plus tard dans le show, bien sûr, dans le main event, puisqu'ils vont s'affronter dans le main event. Bah oui, attends, on fait pas les choses à moitié. Sweet Saraya qu'on a vu du côté de Rampage qui arrive du côté de Dynamite pour battre Chantal Taylor. Voilà, un peu de hit, un match de catch moyen sur le papier. Sweet Saraya défait Chantal Taylor, 48 de rating, 6 minutes 42 de combat. Saraya Cradle pour finir le match, performance de 39 de Chantal Taylor et de 45 pour Sweet Saraya. Merci Joey Styles et Randy Savage qui donnent un boost au match avec leurs commentaires qui sont toujours très précis, bien sûr. Et enfin le main event qui fait un 72 de rating, assez correct, tout juste correct. Alors peut-être que j'étais handicapé par rapport à la longueur du match, parce que la stamina de Bobby Roode et de Claudio Castagnoli n'est peut-être pas encore ce qu'elle va devenir. C'est peut-être pas leur point fort. Match pourtant avec une bonne hit, du descend catch, et Bobby Roode qui va faire un match nul avec Claudio Castagnoli. 20 minutes de combat, le temps limite est expiré, et Bobby Roode et Claudio Castagnoli, les mains sur les genoux, qui se font face. Qu'est-ce qui se passe? Quelle va être la décision? 58 de performance in-ring pour Bobby Roode, 67 pour Claudio Castagnoli, qui clairement a été l'homme fort dans les combats face à Bobby Roode, il n'y a pas à chier. Alors la décision, quelle est-elle? Paul Heyman nous la donne tout de suite. Dans un 76 de rating, qui est pas mal, qui permet à la storyline d'avancer, de gagner la hit, il annonce, Paul Heyman, que Claudio Castagnoli et Bobby Roode vont tous les deux avoir un match de championnat. Le sourire pour Claudio Castagnoli et Bobby Roode, récompenser leur effort. Sauf que ce match de championnat, ils vont l'avoir ensemble. Ça sera un match de championnat par équipe que leur propose Paul Heyman. C'est un petit peu dans la même veine, pour ceux qui se souviennent un petit peu, c'est un peu dans la même veine que ce qui s'est passé entre Claudio Castagnoli et donc à ce moment-là Cesaro et Sheamus.
du côté de la WWE. Voilà, les mecs ils se peuvent pas se saquer et finalement ils finissent par faire équipe. Et bah là ils vont devoir faire équipe. Claudio Castagnoli et Bobby Roode dans un match par équipe pour challenger les futurs champions. Bah attends, bien sûr. 76, Claudio Castagnoli, Bobby Roode, ils en reviennent pas. Bah si, ça va se passer comme ça. Et on fait un très bon 72. Enfin très bon. On baisse en gamme, hein, bien évidemment, mais ça reste quand même plutôt intéressant. Alors qu'on a le beau profil de Stan Hansen, qui était un annonceur plutôt pas mal, le garçon. Mais bon, un peu vieux maintenant le nana. Puis on a Joey Styles ça fait le taf, hein, bien sûr. Je sais pas quand est-ce que Justin Roberts commence. Normalement il a déjà commencé. Renamero, le contrat qui se termine, on ira voir ça. 2.39 de TV rating pour Dynamite. Alors là je pense qu'on a considérablement baissé. C'est tout à fait possible parce qu'on avait fait 2.35. Ah non, on a fait 2.35. Là on fait 2.39. Qu'est-ce qui s'est passé? 1 794 000 viewers. Alors qu'on fait un moins bon show. Alors soit il y a eu un bug, soit on va le payer la semaine prochaine. Même si on fait un show énorme, soit il s'est passé quelque chose. Je sais pas trop ce qui a pu se passer au niveau de la size, on n'a pas non plus pas monté des masses. Enfin bon, si, quand même, c'est quand même pas mal. Hein. Hawaï, 2. Tu fais un show à Hawaï, je suis sûr qu'on est 15 dans la salle. On va peut-être le faire un jour pour la déconne, juste pour le fun. Bref, c'est pas grave. Contract negotiation avec El Generico. Oui, bien sûr qu'on le prolonge. On va prolonger aussi Travis Fimmel, bien sûr. Monsieur Travis Fimmel et Monsieur Mike Mizanin. Peut-être à qui on donnera une nouvelle chance, je ne sais pas. C'est vrai que Mike Pisani nous a pas forcément toujours donné satisfaction au sein de la All Elite Wrestling. Et puis bien sûr, on a toujours des contrats qui attendent avec Terry Funk, Cole Cabana, Brian Nelson et Christopher Daniels. On attend leur réponse de pied ferme. Tiens, pour ceux que ça intéresse, WWE Survivor Series, dernier pay-per-view en date de la WWE qui se tenait au Air Moda Center dans le Northwest. Ils ont fait sell-out 20 500 pèlerins, il y avait plus de 965 400 personnes qui ont acheté le show en pay-per-view, 81 de rating et le main event Kurt Angle qui défait Steve Corino pour conserver le championnat de la WWE. Ça fait 85 face au Steve Corino quand même, extraordinaire. Magnifique WWE, il y a des dingues quand même, il y a des dingues mais ça a l'air de marcher, c'est ça le pire. Au niveau des mails, Sapporo, oui, première deal, oui, dans 2 semaines, t'inquiète, on a le temps de voir venir pour essayer de démêler ce qu'il y a à faire ou ce qu'il n'y a pas à faire, si on doit prolonger, si on doit au contraire se tourner vers d'autres broadcasters, on verra. Contract negotiation avec Christopher Daniels, à noter que Brian Danielson, je vous l'ai pas montré, a accepté sa prolongation de contrat. Voilà, complete contract, magnifique, tout va bien dans le meilleur des mondes, et on est encore en contrat négociation avec l'ami Renamero, qui je pense devrait techniquement trouver un terrain d'entente avec nous dans les prochaines heures, peut-être même avant le prochain show, c'est-à-dire Rampage. En parlant de Rampage, eh ben écoutez, on y est, 1064 pèlerins au Emo Arras Casino, là encore on ne fait pas sell-out, qu'est-ce qui se passe? Pourtant 64 de rating pour ouvrir les hostilités avec Ami Weber qui va se diriger tranquillement dans le bureau du $1 Million Man, Ted DiBiase Senior, et on y voit quoi? Ted DiBiase Senior montrer une enveloppe avec pas mal d'argent à Austin Aries. Alors Ami Weber, qui est curieuse, demande ce qui se passe. Y a-t-il encore un arrangement, quelque chose de prévu, une intervention? Absolument pas. Austin Aries nous explique qu'il a beaucoup de respect pour les accomplissements de Nick Nemeth et pour le catcheur qu'il est, et qu'il ne voudrait pour rien au monde que sa victoire soit entachée par, quelque part, des interventions extérieures. Il a bien stipulé à Ted DiBiase Senior. En revanche, Austin Aries, s'il est venu à la All Elite Wrestling, c'est pas seulement pour être exposé, c'est pas seulement pour avoir du temps d'antenne, ça il l'avait déjà à la ROH. Il est là pour prendre de l'argent et prendre le titre intercontinental. C'est le propos d'Austin Aries. Ça n'a rien de personnel envers Nick Nemeth. Mais qu'il se rassure, pas d'intervention prévue. Il s'y refuse. 64 de rating, très bon début pour le show. Ted DiBiase Senior a été excellent, la storyline avance, magnifique. Et puis Austin Aries apparemment qui a un peu fait tâche face à Ted DiBiase Senior qui a été excellent durant cette promo, qui a très bien interagi avec la foule. Derrière, on trouve Ted DiBiase Senior après la coupure pub qui arrive très vite puisqu'il est dans le ring et Rain et Rebecca Knox sont présentes aussi. On fait un petit have a seat. D'ailleurs, j'ai mis have a seat avec Polyman, mais non, c'est have a seat avec Ted DiBiase Senior, le petit lapsus. Ted DiBiase Senior qui va tout simplement mettre over l'affrontement entre Rain et Rebecca Knox pour le championnat TBS du côté de Blood and Guts. Rain, Rebecca Knox, deux filles qui apparemment sont très dures au mal. Rebecca Knox qui est l'Iron Punch, le point de fer. En tout cas, c'est ce que nous dit Rain. Et puis Rebecca Knox qui va complimenter Rain en disant que c'est quelque part un menton
de fer, peut-être en référence avec ce qui s'était passé avec Doug Williams, ça fait bien rire les gens, mais Reign, Rebecca Knox, beaucoup de respect, mais elles conviennent quand même d'un affrontement, un affrontement qui doit se terminer clean au centre du ring, et il est annoncé par Ted DiBiase Senior, en accord avec Reign et Rebecca Knox, que le match du côté de Blood and Guts pour le titre TBS sera un Last Women Standing. Voilà, les gens sont contents, 66 de rating, tout va bien, Ted DiBiase Senior a été très bon pour aller en dehors du script, Rebecca Knox a été très bien aussi pour aller improviser le dialogue, et puis Reign qui a apprécié pouvoir elle aussi avoir de la liberté. Très bien, magnifique, le segment est parfait. Et le main event l'est presque tout autant, avec Austin Harris qui fait face à Nick Nemeth, match décent sur le papier, j'ai laissé du temps, 15 minutes 22 parce que je voulais quand même qu'on puisse construire les choses. C'est un match en storytelling, 60 de performance globale, les performances de 52 pour Nick Nemeth, 59 pour Austin Harris, victoire de Nick Nemeth, qui va battre Austin Harris dans un 2 out of 3 falls match, avec 2 tombés victorieux d'un coup, 2-0. Austin Harris n'a pas existé dans ce match et Nick Nemeth fait sa 9ème défense du titre intercontinental. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Austin Harris était furieux à l'idée de perdre contre Nick Nemeth. Le mec m'a dit, attends, je vais quand même pas me perdre contre Nick Nemeth. Bah si, dans la fédération, mon pote, au niveau de ma hiérarchie, t'es en dessous de Nick Nemeth. Et donc Nick Nemeth remporte le combat. Austin Harris perd ce match. Et il n'a pas accepté les interventions et la petite roublardise des Moneymans, cette fameuse bande qu'a créé Ted DiBiase Senior. Et donc, derrière, il paie. Forcément, il paie parce que Ted DiBiase Senior, offusqué d'avoir vu Austin Harris perdre son match, de lui avoir donné autant d'argent pour finalement rien faire. Alors il est attaqué par son fils Ted DiBiase Jr. et par James Keenan, et Nick Nemeth va faire le save. 56 de rating, et Austin Harris va tourner quelque part du bon côté de la force. Bon segment de fermeture, ce qui permet quelque part de mettre déjà un petit peu de brouhaha dans cette famille. On verra comment les choses vont évoluer, mais Nick Nemeth n'a pas d'opposant désormais pour le titre intercontinental du côté de Blood and Guts. Dernier pay-per-view de l'année, il va falloir trouver un opposant, trouver quelqu'un d'assez crédible pour battre un Nick Nemeth qui semble inarrêtable. Ted DiBiase Senior a été très bon, une réelle star d'ailleurs dans le segment, ce qui a été aussi le cas de Barbara Keenan qui s'est très bien débrouillée. Et on fait une performance de 62, rien de spécifique à dire sur le show, mais enfin quand même, très bon show, très qualitatif, et je pense qu'on devrait continuer à fidéliser notre audience, alors qu'on a le beau profil de Terry Taylor, qui était Road Agent, je crois, dans la carrière de Sturi à un certain moment. Terry Taylor, le Terry Taylor. Ken Anderson, qui a été apparemment viré de la EPW. Nick Mondo et Reign, qui apparemment vont se marier. Nick Mondo. Oh putain, la tronche du mec, c'est fabuleux. Elle a rien trouvé de mieux, Reina Mero. C'est dur. 0.22. C'est pas bien ça, Vico, je suis pas pour. Le physique, c'est pas bien. C'est pas bien de s'en prendre au physique des gens. C'est pas bien. Contrat de négociation avec Reina Mero. Contrat de négociation avec Reina Mero, tout va bien. Tout va bien, Reina Mero qui accepte. D'ailleurs, est-ce qu'elle s'est mariée avec Brock Lesnar, en parlant de ça, parce que il me semble quand même qu'à un moment donné, il était engagé avec l'ami Brock Lesnar, News Archive. Oui, engagement annoncé, mais elle n'est pas mariée avec Brock Lesnar. Ça fait quand même, les mecs, ça fait plus de 3 ans qu'ils sont engagés. Et ils sont toujours pas mariés. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Brock Lesnar n'aurait pas changé d'avis? Mystère et boule de gomme. De retour dans les backstage WWE Dynamite, 3ème du nom en ce mois de novembre 2008, 100% dans les vestiaires. On va voir ce qui s'y passe parce qu'il y a des incidents au locker room. Il y en a beaucoup. Mike Mizanin apparemment convoqué devant la cour des catcheurs. Non. Oh non, c'est pas vrai qu'il a cassé la gueule à Lebner. Oh non, mais là c'était un warning. Ah bah oui, garçon, tu peux pas faire ça. Oh là là. George Frankenstein, est-ce que c'est positif? Oui. Apparemment, elle a organisé et gagné un tournoi de jeux vidéo. Les filles sont des geeks, les filles sont des gameuses, elles mettent la branlée aux gars. C'est magnifique. précurseur énorme. Bryce Remsburg, qui apparemment a mis tout le monde dans un bon mood. A priori, il a raconté des histoires hilarantes de ses trajets. Voilà. Et ça a donné une atmosphère calme et relaxante. Merci monsieur Bryce Remsburg. Et Cody Rhodes qui arrive dans la cour des catcheurs avec Ted DiBiase Senior. Apparemment, il a été... qu'est-ce qu'il a fait? Il a apparemment fait chier tout le monde. Voilà. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le titre par équipe lui a monté à la tête? Donc le juge Ted DiBiase Senior l'a rendu coupable et sa sentence est de quelque part fermer sa gueule. Voilà. Et de aussi, parce que c'est noté, notifié,
rapporter de la boisson pour tout le monde après le show. Voilà, ça va filer droit, ça va apprendre la vie. Et en plus, il améliore son comportement, tout va bien dans le meilleur des mondes. Regardez-moi cette note, jeune Tejean et jeune Tejean. Est-ce qu'à un moment donné, il y a besoin d'en dire plus? Une note de 100. Le 100 est là pour démarrer les hostilités au NG National Bank Arena. Nous sommes dans la Tri-State, 7760 pèlerins en fusion dans les gradins. Limite, les mecs pètent les tribunes devant Paul Heyman, Steve Austin, Kevin Nash. En termes de star power, on ne peut pas faire mieux. C'est la meilleure chose que l'on peut proposer actuellement à notre audience. Alors, est-ce qu'on pouvait se passer d'un segment comme celui-ci, qui on le rappelle sera l'affiche du main event du dernier pay-per-view de l'année pour le championnat mondial, peut-être, mais on va faire monter la sauce avec des éléments qui vont se rajouter. D'abord Steve Austin qui nous le dit, pas satisfait du retour de Kevin Nash, parce que même si Kevin Nash est arrivé que très récemment, enfin revenu que très récemment, avec un nouveau look, Steve Austin sait que Kevin Nash est un cancer pour la All Elite Wrestling, on se souvient de son règne de terreur. Et puis il n'est pas non plus Steve Austin, la façon dont Kevin Nash a parlé de sa concurrence. Steve Austin, qui, on rappelle, ces dernières années écoulées, a défendu son titre à de maintes et maintes reprises, qui est, quelque part, la raison pour laquelle les audiences ont augmenté. La All Elite Wrestling n'a jamais été aussi populaire, et voir Kevin Nash cracher dans la soupe, et cracher quelque part sur le travail de Steve Austin, ça ne lui plaît que très moyennement, surtout que Kevin Nash, pendant ce temps-là, il était chez lui à broyer du noir parce qu'il n'avait pas pu, finalement, conserver son titre face à Steve Austin. C'était l'an dernier, souvenez-vous. Et Kevin Nash, il sent que Steve Austin en a gros sur la patate et que Steve Austin veut, quelque part, terminer l'histoire. Et Kevin Nash le dit, c'est vrai, ça va faire la 3e fois d'affilée qu'on s'affronte à Blood and Guts. Et forcément, c'est long, 2 ans. 2 ans d'affrontement, 2 ans d'histoire. Et il lui propose de mettre fin à cette rivalité légendaire, à cette histoire qui n'a que trop duré du côté du dernier pay-per-view de l'année. Parce que oui, ils se sont affrontés 2 fois auparavant à Blood and Guts, il y a un partout dans les confrontations. Et cette dernière confrontation, en tout cas, il nous la vend comme ça, Kevin Nash, sera l'occasion d'émettre un vainqueur dans une série de 3. Et Kevin Nash rajoute une stipulation à ce match face à Steve Austin. Le perdant de ce match ne pourra plus challenger l'autre tant que ce dernier sera champion. Ce qui est bien sûr accepté par Steve Austin. Et Kevin Nash s'en va bien sûr tout sourire. Paul Heyman, il est content d'avoir pu aller en dehors du script tranquillement et d'improviser face à la foule. Pareil pour Kevin Nash. Steve Austin qui a très bien performé, et forcément vous imaginez que la storyline gagne de la hit. Un énorme départ pour le show, bien évidemment. Comment ça pourrait l'être autrement? Derrière, Michel McCool et Melina Perez qui vont s'affronter. Écoute, ça fait un 62, je suis relativement content de ce match, cette note globale avec des performances de 53 pour Michel McCool, de 57 pour Melina Perez. C'est qualitatif, on va pas se le cacher, match décent sur le papier que Melina Perez va remporter face à Michel McCool. 11 minutes 16 de combat, victoire via le chiropractor, complètement clean, 2e défense de titre. Oui, je voulais donner une victoire clean à Melina Perez. Oui, 2 anciennes WWE, 2 filles qui se cherchent un petit peu des noises, l'autre qui dénonce quelque part les mensonges de l'autre, et puis Melina Perez qui essaie quelque part de se venger avec cette disqualification et ses coups portés un peu en douce à Michel McCool. Mais la finalité, c'est qu'il fallait que Melina Perez gagne ce match clean, histoire de crédibiliser la championne, surtout, que du côté de Blood and Guts, elle va avoir fort à faire, parce que Amazing Kong fait son retour. Amazing Kong sous les ordres de Don Callis qui va tout simplement décimer Melina Perez. Elle va lui faire passer un sale quart d'heure, elle va lui porter ses finishers, elle va célébrer avec le titre et Don Callis qui va bien sûr en faire des caisses parce que c'est Don Callis. Et Amazing Kong sera l'adversaire de Melina Perez du côté de Blood and Guts. Amazing Kong qu'on n'avait pas vu depuis sa défaite au mois d'août dernier face à Jetta pour le championnat du monde féminin. Voilà. Amazing Kong est de retour, les gens sont fous, magnifique. Don Callis qui a été très bon, et les annonceurs qui ont fait leur travail, super. Très bon segment, et ça va promouvoir comme il se doit le début de rivalité entre Amazing Kong et Melina Perez. Ah bon? Ah oui, parce que c'est vrai que la gimmick de Monster, ça commençait à être à stagner un petit peu, donc maintenant désormais elle sera une badass, et c'est pauvre. Voilà. Décidément, les gimmicks d'Amazing Kong, c'est compliqué, on la truquera. Claudio Castagnoli, Bobby Roode qui s'engueulent backstage au micro d'un Weaver. Ah là, je veux pas faire équipe avec toi. À un moment donné, t'as triché pour gagner des matchs. C'est moi qui aurais dû être challenger. Vraiment, bref.
Claudio Castagnoli, Bobby Roode, ils peuvent pas se saquer. Et surtout, ils veulent pas faire équipe. Et Roddy Piper va rentrer dans l'équation. Roddy Piper qui va les calmer, qui va dire ça suffit là, à un moment donné, vos gamineries, voilà, t'as vu où tu te retrouves, Claudio, désormais, hein, si tu m'avais écouté, si t'avais finalement voulu de mon aide, t'aurais déjà été champion TNT, t'aurais certainement pas eu à faire équipe avec Bobby Roode. Mais maintenant, va falloir que vous travaillez ensemble parce que sinon, finalement, vous allez perdre votre opportunité. Donc contentez-vous de ce que vous avez, travaillez en équipe, et je vais m'assurer que tous les deux, vous soyez prêts pour le pay-per-view, hein, et ce match de championnat qui vous attend. Ah là là, Roddy Piper qui veut aider Claudio Castagnoli, mais par la même occasion, Bobby Roode. Comment est-ce que ça va être pris par Claudio Castagnoli et Bobby Roode? Parce que ça aussi, hein, ça sera quand même mystère et bulldog. Mais Roddy Piper, il a quand même envie de mettre son grain de sel dans l'histoire. Toujours pas. Bryan Danielson et Cody Rhodes qui se retrouvent dans le ring, là aussi avec un 66 de rating, comme le segment précédent. Ils se retrouvent dans le ring et ils vont bien sûr parler de leur accomplissement de la semaine dernière. Ils ont à nouveau battu The Nest et New Age Outlands. Hein, Bryan Danielson qui a fait le tomber sur Tyler Black. Ah là là, quel bel homme. Sauf qu'ils vont se faire interrompre par Scott Steiner et Rick Steiner, les Steiner Brothers. Ouais, les Steiner Brothers qui ont remporté le match à côté des Nightmare Slayers et qui ne seraient pas contre l'idée d'avoir un match de championnat. Là, bah oui, très rapidement, face à Bryan Danielson et Cody Rhodes. Bryan Danielson et Cody Rhodes, ils rigolent un petit peu quelque part, parce que qu'est-ce qu'on fait Scott Steiner et Rick Steiner, hein, ils ont même pas réussi à gagner le tournoi. Tournoi dans lequel Bryan Danielson et Cody Rhodes étaient présents. Hein, voilà. Cody Rhodes qui va se foutre un petit peu de la gueule de Rick Steiner et de Scott Steiner, leur dire les gars, les vieux, voilà, rentrez chez vous, de toute façon vous n'avez pas été capable de gagner le tournoi, c'est pas pour battre des champions bien établis. Scott Steiner et Rick Steiner, devant autant d'irrespect, vont asséner une énorme gifle à Cody Rhodes qui va tomber sur le cul, hein, qui va se tenir la joue. Et Rick Steiner et Scott Steiner leur expliquent qu'ils ne les ont pas affrontés et que si tel avait été le cas, ils n'auraient jamais pu remporter le tournoi et ne seraient certainement pas champions. Et c'est vrai qu'avec autant d'irrespect, Bryan Danielson et Cody Rhodes se verraient certainement bien affronter les Steiner Brothers pour les corriger. 66 de rating, performance globale plutôt intéressante, Bryan Danielson qui a été bon, et la performance de Scott Steiner a été bonne aussi. Voilà, très intéressant de le notifier. Petit match pour la déconne pour calmer la foule, parce que j'avais besoin de combler ma carte. Brandon Tomaselli face à Ken Anderson, victoire de Brandon Tomaselli dans un match pauvre. 6 minutes 35 via pinfall, ça fait quand même 54. Performance de 58 de Brandon Tomaselli, 26 seulement pour Ken Anderson, qui est toujours à la traînasse. Et enfin le main event, qui nous fait un 71 de rating, plutôt décent, mais sans plus. C'est vrai qu'on s'attend quand même à avoir des meilleures qualités de main event maintenant. Minoru Suzuki, John Moxley pour le championnat de la TNT. Match avec une grande hit du descent catch. Minoru Suzuki va battre John Moxley en 12 minutes 39 via stoppage, quand John Moxley ne pourra plus être apte selon l'arbitre à continuer. Minoru Suzuki fait donc sa première défense du titre TNT, performance de 67 pour le japonais, performance de 62 pour John Moxley, et TNT Worldwide avance bien sûr et gagne de la hit avec ce segment. Main event plutôt moyen par rapport au précédent. On fait quand même un 76. Le rating, la popularité qui augmente dans 13 régions, ça reste bien sûr le principal, alors que nous avons le beau profil de Monsieur X. Voilà, qui a été entraîné par Taka Michinoku au Kentai Donjon. Voilà, très beau masque monsieur, très beau style. Je kiffe, je suis fan. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc le deal qui est expire dans deux semaines. Très bien. TV rating de 2.44. Kevin Nash, qu'est-ce qui s'est passé? Kevin Nash qui a causé de la hit backstage à Roddy Piper. Et donc désormais, Bryce Reisberg est en Simmering Toshon avec Roddy Piper. Mina Perez en Simmering Toshon avec Roddy Piper. Bryan Danielson est maintenant en Simmering Toshon avec Roddy Piper. Tout va bien. Merci Kevin Nash, c'est super. Scott Steiner qui donne son opinion. Cody Rhodes ne connecte pas avec les fans. Cody Rhodes ne connecte pas avec les fans. Scott Steiner, Kevin Nash, ils sont d'accord. C'est les vieux, ils se sont dit, allez tiens, au lieu de l'aider, on va lui taper dessus. On va lui taper dessus, c'est magnifique. Merci les gars, c'est splendide. Show History. Du coup, on fait 1 831 000 viewers, c'est mieux que la semaine dernière si je ne dis pas de bêtises. En même temps, on a augmenté le show rating global de 4 points, on espère qu'on sera capable de le faire. Pour le show qui suit, qui on le rappelle sera le Go Home Show de Blood and Guts, dernier pay-per-view de l'année. De nouveau, sell out OMO Arras Casino, 1100 pèlerins dans les gradins de cette arena du Midwest, région où on est le plus populaire, et on démarre avec un 56 de rating. Ce dernier, Rampage du mois de novembre 2008, note plutôt qualitative avec des débuts Cody Rhodes habitué de Dynamite qui fait, et bien quelque part sa première apparition à Rampage dans le showbé, la moitié des champions du monde par équipe avec Bryan Danielson, et nous sommes dans le bureau du chairman Ted DiBiase Senior, interviewé par Amy Weber, et Ted DiBiase Senior nous explique qu'Austin
Austin Aries n'était pas la bonne pioche, c'était clairement pas le bon cheval sur lequel miser. Il était en tout point inférieur à Nick Nemeth, et Ted DiBiase Senior s'en veut, il aurait dû s'en douter, il aurait dû le prévoir. Mais Cody Rhodes, c'est la bonne pioche. Pourquoi? Parce que Cody Rhodes, eh bien, il a un momentum de fou, il reste sur une série de victoires importante, il est champion par équipe des débuts fracassants, et puis surtout le catch coule dans ses veines, et ça, c'est un gage de succès. Bon, pas pour son fils Ted DiBiase Jr., mais en tout cas, Cody Rhodes est quelque part présenté par Ted DiBiase Senior comme étant le prochain challenger au championnat de Nick Nemeth. Mais attention, Cody Rhodes va devoir mériter son exposition. Attention, on a un partial du côté de Ted DiBiase Senior ce soir. Il va faire équipe avec Ted DiBiase Jr., qui n'est pas très ravi de voir Cody Rhodes débarquer face au frère Thomas Zelli. Voilà, 56 de rating, Amy Weber a été bien dans ce segment, tout comme Ted DiBiase Senior. Bref, le show débute plutôt sainement. Sweet Saraya qui fait face à Bobby Billard et Brooke Adams dans un match handicap. 39 de rating, c'est pourri, des performances de 19 pour Brooke Adams, 22 pour Bobby Billard. Sweet Saraya relève un peu le niveau avec un 48. Match terrible, Sweet Saraya défait Bobby Billard et Brooke Adams en 6 minutes 01 avec finalement son finisher, le Saraya Cradle. Voilà, performance in ring impressionnante de Sweet Saraya par rapport à la concurrence qui se gave de momentum, 3 victoires d'affilée, et ce qui permet derrière, selon moi, de justifier la promo suivante, Sweet Saraya qui nous annonce que peu importe la vainqueur du match entre Rebecca Knox et Reign du côté du prochain pay-per-view Blood and Guts, elle est la prochaine challengeuse, elle est celle qui derrière aura son opportunité. Et enfin le main event, les Tomaselli Brothers qui font face à Ted DiBiase Jr. et à Cody Rhodes. A priori, c'est un très bon match, 55 de rating et une chemistry particulière entre Ted DiBiase Jr. et Cody Rhodes. Voilà, on respecte la réalité dans notre réalité virtuelle. 55 de rating, match pauvre sur le papier. Ted DiBiase Jr. et Cody Rhodes vont défaire les Brandon Tomaselli et Vito Tomaselli, les Tomaselli Brothers, en 11 minutes 25 quand Cody Rhodes va défaire Brandon Tomaselli via pinfall avec le Running Bulldog après la distraction de James Keenan qui est venu refaire un lacet de Brandon Tomaselli, ancien champion intercontinental, des performances de 34 pour Vito Tomaselli à la traîne, 55 pour Brandon Tomaselli, 50 pour Cody Rhodes et Ted DiBiase Jr. qui continue à augmenter ses ratings avec un 44. Et à l'issue de ce match victorieux, Ted DiBiase Senior va en faire des caisses et va annoncer à Nick Nemeth que Cody Rhodes est son prochain challenger. Voilà, du côté de Blood and Guts, Cody Rhodes aura son opportunité pour le titre intercontinental face à un Nick Nemeth qui, sur la rampe du ring, bras dessus avec Barbara Keenan, ceinture sur l'épaule et qui attend bien sûr cet affrontement de pied ferme. Alors que Ted DiBiase Jr. a paru très mauvais dans ce segment, tout au contraire de son père qui a relevé clairement le niveau et la storyline gagne de la hit bien sûr. On fait un 54 de rating plutôt solide, même si on a été habitué à mieux, notamment la semaine dernière on avait fait un show, il me semble, à plus de 60. On a le beau profil de Bobby Quence désormais, qui a débuté en octobre 2001, un gradué de l'APW, magnifique. Joli monsieur, bah oui, la classe à Dallas, pète le charisme. Time to Heal pour Sweet Saraya, Time to Heal pour Ted DiBiase Jr. 0.21 d'ailleurs de TV rating pour AEW Rampage, mais au niveau de la fatigue, Ted DiBiase Jr. je pense qu'on va pouvoir remédier très vite à ça parce que, spoiler alert, non c'est pas du tout ça, spoiler alert, non, on n'a pas de spoiler alert, comment ça, Ted DiBiase Jr. Ted DiBiase Jr. Voilà, il est Raiten, si, spoiler alert, je l'ai signé, et donc il ne catchera qu'exclusivement plus que pour la All Elite Wrestling, ce qui va nous permettre d'éviter justement des blessures de fatigue ou des prestations plutôt moyennes. Au niveau du show history, donc effectivement, le dernier Rampage on fait 62, là on fait 54, on perd 8 points, on reste quand même sur du sell-out, 160 820 viewers, c'est presque autant finalement que ce qu'on avait fait la semaine dernière, on en perd 10 000 pratiquement, enfin 6 000, ça reste plutôt correct en espérant qu'on puisse bien évidemment lors du prochain show, qui sera dans l'épisode prochain, repasser les 60 qui désormais, de mon point de vue, par rapport quand même au niveau moyen qui augmente, c'est désormais un bon show. 54 ça reste un show correct, et on espère qu'on sera capable de faire justement un show correct, limite très bon pour Dynamite, qui est on rappelle le Go Home Show de AEW Blood and Guts, et d'ailleurs nous y sommes dans les backstage de Dynamite. A priori il n'y a pas d'incident locker room, toujours 100% de backstage rating. On va mettre à jour les broadcasters, bien évidemment, histoire que vous voyez un petit peu comment ça se passe, les coulisses de chez coulisses. On va bien sûr booker le show tranquillement off, et puis on va en parler bien sûr ensemble pour débriefer de ce qui s'est passé, et puis surtout vous informer des dernières news, et surtout des dernières petites subtilités qu'on va mettre en place avant le dernier pay-per-view de l'année.
Le Go Home Show d'AEW Blood and Guts, nous sommes au NJ National Bank Arena dans la Tri-State comme la semaine dernière, un peu plus de pèlerins dans les gradins, 8100, l'arena est encore plus comble, plus d'ambiance et on démarre avec Don Callis et Minoru Suzuki qui sont dans le ring. Minoru Suzuki qui la semaine dernière a battu John Moxley via stoppage, première défense du titre, Don Callis à la lac en fait des caisses, qui met over Minoru Suzuki qui se fout la gueule de John Moxley. Il y a un homme qui va venir un petit peu interrompre tout ça, c'est Tommaso Ciampa, qui on l'a plus vu depuis un petit moment, qui a eu des opportunités pour le titre TNT, qui a toujours été battu par Travis Hummel, et qui en a marre de voir Minoru Suzuki faire preuve d'irrespect finalement face aux adversaires, et puis surtout Don Callis, de le voir qu'il a des mots très durs envers la concurrence. Donc Tommaso Ciampa ce soir challenge Minoru Suzuki pour le titre TNT, bien décidé à lui prendre le titre secondaire de la fédération. Ça fait bien rire Minoru Suzuki, ça fait bien rire Don Callis, gamin, si tu veux le match, tu vas l'avoir, et tu auras donc ton opportunité, mais une opportunité qui s'avère vaine. Et d'ailleurs, en parlant d'opportunité, on lui a donné la possibilité de prendre le micro et Tommaso Ciampa a très bien réussi son coup. Le match suit bien évidemment et ça fait 73, tout comme d'ailleurs le segment d'ouverture, match avec une grande hit du Descent Catch. Minoru Suzuki va défaire Tommaso Ciampa. Pas de surprise, 11 minutes 48 de combat, victoire via stoppage quand Tommaso Ciampa ne peut plus continuer. Deuxième défense de titre de Minoru Suzuki qui fait une performance de 65 quand Tommaso Ciampa fait un 62 plutôt correct. À l'issue de ce match, Minoru Suzuki va vouloir faire payer l'affront à Tommaso Ciampa de l'avoir fait perdre son temps. Donc il va l'attaquer. Seulement un homme fait son retour, c'est Travis Hummel. Travis Hummel, accompagné de Maryse, qui fait fuir Minoru Suzuki et Don Callis avec une chaise. Forcément, il va faire aller à la rescousse de Tommaso Ciampa, homme pour qui il a beaucoup de respect et d'amitié. Et il va prendre le micro et challenger Minoru Suzuki au championnat TNT lors du pay-per-view Blood and Guts dans quelques jours. Bah oui, c'est son rematch. Et il le prend là, il le pose là, l'ami Travis Hummel. Alors il nous le dit, il a été victime d'une commotion cérébrale. Il n'est pas parfaitement remis, les médecins jugent qu'il n'est pas tout à fait clear, mais il s'en fiche, il veut reprendre ce titre et casser la gueule une bonne fois pour toutes à Minoru Suzuki qui est en train de décimer la concurrence d'une bien mauvaise manière. Voilà, 72 de rating, Don Callis qui a été très bon pour aller en dehors, enfin l'interaction avec la foule, rien de bien précisé sur la performance de Travis Hummel, mais à noter que Minoru Suzuki s'est bien comporté durant ce segment et que la storyline avance et gagne de la hit et on aura ce match Tommaso Ciampa, Travis Hummel, Minoru Suzuki pour le titre TNT, même si c'est vrai qu'il n'y a pas une grosse chemistry entre les deux. On essaiera de boucler l'affaire de la meilleure des manières pour éviter de se faire piéger. Michelle McCool face à Amazing Kong. Amazing Kong qui fait donc son match de retour après finalement sa défaite au mois d'août dernier face, on le rappelle, à Jetta pour le championnat du monde féminin. Elle affronte Michelle McCool, dernière challengeuse en date de Melina Perez qui était d'ailleurs à la table des commentateurs, et Amazing Kong en d'un peu moins de 8 minutes, 7 minutes 30 va battre Michelle McCool avec une Amazing Bomb. 66 de performance globale, performance de 57 pour Amazing Kong, 55 pour Michelle McCool, sous les yeux médusés d'une Melina Perez qui voit Amazing Kong se positionner en tant que challengeuse numéro 1. Don Callis le voit comme tel, va le promouvoir comme tel, parce que Amazing Kong, finalement, elle veut son titre, elle veut reprendre sa ceinture et devenir 3 fois championne féminine, et ça n'a absolument rien de personnel face à Melina Perez, mais c'est celle qui a le titre, et ça sera la prochaine victime. Melina Perez qui n'est pas forcément très rassurée, et d'ailleurs on a débuté une storyline, Melina face the Monster. Voilà. Amazing Kong qui n'a pas forcément paru bien dans ce segment, mais l'important, ce sera le match et bien évidemment la finalité de ce dernier. Le main event, les Nightmare Slayer face aux Steiner Brothers, parce que oui, il fallait quand même qu'on aille promouvoir ce match, cette rivalité qui n'en est pas vraiment une, mais en tout cas, la petite confrontation qu'ils avaient eu la semaine dernière. Et donc les Nightmare Slayer vont affronter les Steiner Brothers dans un match de championnat par équipe, match avec une bonne hit, du descent catch. Ce sont Cody Rhodes et Bryan Danielson qui vont remporter la victoire face aux Steiner Brothers. 15 minutes 51 de combat, Cody Rhodes qui fait le pin sur Rick Steiner, tiens, celui qui lui avait mis une baffe la semaine dernière via le Flying Crossbody. Les Nightmare Slayer font donc leur troisième défense du titre par équipe. Bryan Danielson au-dessus de tout le monde en termes de performance in ring, bien sûr. 87, très belle performance, 43 pour Cody Rhodes, 74 de performance in ring pour Scott Steiner. Eric est à 45, voilà, magnifique. Et à l'issue de ce match, parce qu'on est en train de célébrer du côté des Nightmare Slayer, vont arriver Roddy Piper accompagné de Bobby Roode et de Claudio Castagnoli, et Roddy Piper annonce que Claudio Castagnoli et Bobby Roode vont cash in leur opportunité au titre par équipe du côté de Blood and Guts. Et voilà,
enfin Cody Rhodes, Bryan Danielson, ils vont affronter l'équipe de Claudio Castagnoli et de Bobby Roode qui ne peuvent pas, peuvent pas d'ailleurs se blairer pour les titres par équipe. Bryan Danielson et Cody Rhodes, ils sont un peu surpris et surtout ils ne s'attendaient pas à ça et pas très contents, on va pas se cacher, d'affronter une équipe qui sur le papier, si elle arrive à coexister, peut être extrêmement dangereuse. Roddy Piper qui a très bien performé en dehors du script, Bryan Danielson également, il a été paru très bon bien sûr également durant ce segment et la storyline Castagnoli et Roode Reunion avance bien sûr grâce à ce segment parce que ouais, attention, on augmente de la hit. Toujours pas. Et on fait un très bon 76 de rating. C'était le Go Home Show, on le rappelle, de Blood and Guts, un Go Home Show qui s'est plutôt bien passé. Alors qu'on a le profil de Ingenix, je sais pas si je le prononce bien d'ailleurs. Ingenix qui apparemment a été un membre de la Ring of Honor. Pourquoi pas. Peut arriver aussi. Je sais pas à quoi il ressemble ce monsieur. FX Deal qui se termine dans une semaine. Il va falloir qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire. Rick Steiner qui est blessé. Uncle Tonetti, Botchet, ouh, d'accord, Cody Rhodes qui a botché un move, je l'ai pas vu, ça Time to Heal, et Amazing Kong qui ressent les effets de la fatigue. Alors j'espère que c'est pas trop dur pour, pas trop important pour le frère Steiner, on va tout de suite aller voir ça. 1 960 000 viewers qui étaient présents donc devant leur écran de télévision, c'est un petit peu plus que la semaine dernière. On a quand même passé un gros cap. Là, le prochain coup, on peut peut-être éventuellement passer les 2 millions si on fait un bon Go Home Show, un bon dernier pay-per-view de cette année 2008. Alors au niveau du medical, voilà. Alors, on peut utiliser Rick Steiner pendant la convalescence, mais le garçon, quand même, pendant 1 an et 1 mois, va être gêné. Je pense qu'il doit y avoir une Simmering Tension entre ces garçons, non? Qu'est-ce qui se passe? Si je vois Rick Steiner, à mon avis, il doit pas être très content de ce qu'a fait l'ami Cody Rhodes. Non, apparemment, non, il est... Bon. C'était Scott qui était blessé ou c'était Rick? Non, non, c'était effectivement Rick, mais non, pas de Simmering Tension entre les deux. Bah écoutez, il lui en veut pas, c'est très bien. C'est une bonne nouvelle parce que c'est vrai que ça aurait pu être un sujet délicat, ça aurait pu être une situation qui aurait pu compromettre leur relation, mais apparemment il n'en est rien, c'est tant mieux, il a pas mal pris. Ah, le gamin, il faut qu'il apprenne, voilà, il se fait la main, en espérant que ça ne devienne pas un futur Goldberg qui est à deux doigts de tuer quelqu'un dans un ring, ça me poserait quand même problème. Des incidents backstage à traiter dans les locker rooms de Blood and Guts, dernier pay-per-view de notre année 2008, et c'est aussi bien sûr le dernier show qu'on se bouquera dans cette vidéo des locker room incidents, ça clignote rouge. Incident impliquant Becky James. Alors là, tu peux être sûr que c'est la drogue. Voilà, a priori, il a utilisé trop de drogue et forcément, il n'est pas en condition de travailler. On l'a rapatrié à la maison. C'est un stern warning. Je n'en peux plus. Voilà, Becky, là, ça suffit. Heureusement que tu améliores ton comportement. Tout le monde est content. Cole Cabana aussi. Kip James est content. Magnifique. Je vais finir par vraiment perdre patience avec Becky James. D'abord, j'ai vraiment plus trop de plans là ces prochaines semaines. Je vais pas le cacher pour les New Age Outlands. Enfin, en tout cas, dans mon esprit, j'en ai plus des vraiment bien précis, et avec les agissements et son comportement de merde, je vous avoue que ça me donne pas franchement confiance en l'avenir. Allez, c'est parti pour le dernier show de la vidéo et surtout le dernier pay-per-view de notre année 2008. Nous sommes au Acas Sullivan Arena devant 8700 personnes dans le Northwest, région où on est assez populaire, pas à la hauteur du Midwest bien sûr, mais enfin quand même la salle est plus ou moins comble peut-être. D'ailleurs c'est la out et on démarre le show plutôt timidement avec un 76 de rating. Je suis assez déçu, je pensais vraiment qu'on allait tutoyer les 80, pas de mauvaise chemistry rapportée entre Bobby Roode et Claudio Castagnoli, pas non plus de garçons qui sont dans un mauvais jour, non. Les performances sont correctes, hein, 62 Bobby Roode, 72 de Claudio Castagnoli, c'est très bon, 82 Bryan Danielson qui a porté le match, 47 de Cody Rhodes qui progresse doucement mais sûrement, qu'on verra un peu plus tard dans le show, dans un match de championnat intercontinental face à Nick Nemeth. C'est plutôt bon sur le papier, mais 76. Il a manqué quelque chose. Peut-être que j'aurais pas dû mettre ce match en style de show. C'est peut-être mon erreur, peut-être que j'en ai trop demandé. Il fallait peut-être commencer un peu plus doucement. En revanche, bon match, hein, ça c'est référencé comme tel. Les Nightmare Sailors vont défaire Bobby Roode et Claudio Castagnoli en 17 minutes 54, quand Bryan Danielson va défaire Claudio Castagnoli, va pifole, avec le Dragon Suplex après l'intervention brochée de Roddy Piper, les Nightmare Slayer qui font donc leur 4ème défense du titre par équipe qui s'en vont célébrer un peu plus loin sur la rampe du ring, et on retrouve à l'écran, au centre du ring, Claudio Castagnoli, la tête dans les mains, bien sûr, qui se pose beaucoup de questions. Ah bien, on a un garçon comme Bobby Roode qui est fin énervé, qui va demander des explications à Claudio Castagnoli, qui va se rapprocher de Roddy Piper, qui va le secouer, Roddy Piper qui va se défendre, Claudio Castagnoli qui va finir par séparer tout ce beau monde, hein, histoire que ça se mette pas sur la gueule.
Claudio Castagnoli qui va finir par taper l'épaule de Roddy Piper après s'être un peu calmé, l'air de dire bon, voilà, ça peut arriver, même si, hein, voilà. Mais non, Claudio Castagnoli va finir par choper Roddy Piper, le powerbomber 2 fois au centre du ring et aller chercher une table, oui, avec Bobby Roode, et le faire passer à travers. Claudio Castagnoli a craqué, il en peut plus de perdre les matchs importants, lui qui a raté son opportunité pour le titre TNT, d'abord en 2006, puis il y a quelques semaines, et là qui passe à côté d'une deuxième couronne, d'un deuxième règne de champion du monde par équipe, ça en est trop. Il se retourne sur Roddy Piper, il se retourne sur les gens, et il fait donc son heel turn. Ça fait 16 segments qu'on le build, et le turn est un succès complet, bien sûr, et il s'en va aux côtés de Bobby Roode, marchant sur la rampe du ring, laissant Roddy Piper dans le centre du ring, complètement groggy, en étoile, et bien sûr, le service médical qui s'affaire autour de Roddy Piper, qui a passé un sale quart d'heure. On enchaîne ensuite après la coupure pub avec Amazing Kong contre Melina Perez. Amazing Kong, Melina Perez, bah, c'était quand même le match qu'on avait teasé lors du pay-per-view, on va dire, enfin du pay-per-view, non, pardon, du home show WWE Blood and Guts. Fin de vidéo, c'est compliqué, vous me pardonnerez. C'est vrai que c'est compliqué au bout d'un moment d'aller dans l'impro total sans faire d'erreur. Amazing Kong, Melina Perez, c'est donc le match que l'on a. Et c'est un match décent sur le papier qui va voir la victoire d'Amazing Kong. Ah oui, jusque là, très, très logiquement, 8 minutes 37. On ne pouvait pas imaginer autre chose qu'une victoire d'Amazing Kong seulement. Elle va gagner le match parce que Melina Perez s'est fait intentionnellement compter à l'extérieur. Eh oui, Melina Perez a fui. Au bout d'un moment, elle s'est rendue compte qu'elle ne pourrait pas battre le monstre. Elle prend son titre et s'en va. Et Amazing Kong reste dans le ring. Et finalement, attend. Voilà, tel un plot. Mais finalement, elle ne reviendra pas. Et Melina Perez est comptée à l'extérieur. Elle perd le match, mais elle conserve sa ceinture. Et puis comme Amazing Kong n'est pas bookée comme étant la fille la plus intelligente, vous imaginez bien que ça fait sourire pas mal de monde dans les grades. 62 de performance in-ring de Melina Perez, 56 d'Amazing Kong. Vous imaginez bien que la storyline ne fait que commencer entre ces deux filles-là. Nick Nemeth face à Cody Rhodes. Ça y est, Nick Nemeth, Cody Rhodes pour le titre intercontinental. Cody Rhodes qui a défendu, bien sûr, avec succès, ses championnats par équipe et qui se retrouve face à Nick Nemeth pour potentiellement devenir champion solo, champion intercontinental, champion de Rampage. Cody Rhodes, Nick Nemeth, match décent sur le papier avec effectivement un 50 de performance in-ring pour Nick Nemeth, un 47 pour Cody Rhodes. Match décent qui aura duré 12 minutes 13 et qui va se terminer via pinfall avec la victoire de Cody Rhodes qui place son running bulldog après la distraction de Ted DiBiase Senior, et Cody Rhodes qui va remporter le championnat intercontinental et devenir le nouveau champion de Rampage. Voilà, Cody Rhodes qui bat Nick Nemeth et le règne de Nick Nemeth qui se termine au plus grand plaisir de Ted DiBiase Senior, même si vous imaginez qu'avec la fin, il y aura peut-être des choses à dire, et surtout un Nick Nemeth qui va être revanchard. On découvrira ça, bien sûr, lors de l'épisode prochain, qui sortira la semaine prochaine. Reign face à Rebecca Knox. Voilà, match pour le titre TBS. On le sait, c'est dans un Last Woman Standing. Alors j'ai mis ce match en régular parce que je pouvais pas le mettre en brawl, pas des bonnes stats chez ces deux filles pour vraiment mettre de la bonne grosse bagarre. Pourtant c'était mon intention. Match pauvre, 45 de rating. Je suis assez dessus, je m'attendais quand même à ce qu'on passe les 50. Performance de Reign de 39, 44 pour Rebecca Knox. Match pauvre qui va voir la victoire de Rebecca Knox après 10 minutes 42 de combat quand... Bien évidemment, Reign ne pourra pas battre le compte de 10 de l'arbitre. Elle termine avec un Hard Knox au niveau donc de la table des commentateurs. Et donc l'ami Rebecca Knox fait donc sa 3e défense de titre TBS. Rien à signaler sur cette défense, elle s'est faite clean. Rebecca Knox était la meilleure. Derrière, on retrouve Kevin Nash dans les backstage avec Amy Weber. Il a un dernier mot pour l'ami Steve Austin. Ah là, il a décimé sa concurrence faible. Ce soir, il reprend son bien, le titre AEW, et va s'en aller vers un second règne de champion du monde. Voilà, magnifique. Kevin Nash, 74 de rating. La storyline avance, perd un peu de hit, on saura en regagner plus tard. Travis Fimmel face à Minoru Suzuki. Alors ça, c'était le match que je redoutais sur le papier parce qu'on le sait, les deux n'ont pas une bonne chemistry, 64 de rating, ça reste correct, mais sans plus. Des performances de 61 pour Travis Fimmel, de 54 pour Minoru Suzuki. Match avec une bonne hit, du descent catch. Victoire de Minoru Suzuki sur Travis Fimmel après 12 minutes 32 de combat. On le sait, Travis Fimmel n'était pas totalement remis, pas forcément cleared par les médecins, et Travis Fimmel va perdre le match via knock-out. Il s'est fait mettre KO par Minoru Suzuki, l'arbitre obligé d'arrêter le massacre. Minoru Suzuki fait donc sa 3e défense du titre TBS.
TNT, la storyline TNT Worldwide. Bien sûr, avant, c'est gagne de la hit parce que c'était pas une storyline qui était forcément très haute ces derniers temps, même si on essaie petit à petit de la remonter. Et donc, le japonais continue de terroriser la mid-card de Rampage, de l'AEW. Oula, ouais, il est temps que j'arrête, il est question que j'arrête la séquence et que j'aille me coucher. Enfin, que j'aille me coucher. Je dis ça, mais il est seulement 3h30 au moment où je tourne cette vidéo. Derrière, au retour de pub, Steve Austin se retrouve dans la même position que Kevin Nash et nous parle de ce main event. Steve Austin nous explique qu'il a porté la All Elite Wrestling cette dernière année, pendant que Kevin Nash était caché, les ratings n'ont jamais été aussi bons, la popularité de la All Elite Wrestling n'a jamais été aussi élevée, et ce soir il va botter le cul de Kevin Nash pour donner à ces gens peut-être le meilleur moment de l'histoire de la All Elite Wrestling. 77, tout va bien. Et la storyline Austin et Nash Meet Again avance bien sûr grâce à ce segment avec un bon 77 des familles et on va se retrouver très prochainement, vous l'imaginez, pour ce match. Mais avant ça, petit bikini contest. Voilà, Reda Mero, Lacey Van Erich, George Frankenstein, elles agitent le popotin, elles montent leurs attributs, 72 de rating, ça permet de faire un petit segment léger dans les sens du terme avant le main event qui s'en vient et qui nous fait un énorme 81. Alors bien évidemment, j'ai été un petit peu handicapé par rapport à la durée du match parce que c'est compliqué de donner un caractère spectacle à un match comme celui-là parce qu'il n'y a pas la plus grande stamina chez Steve Austin ni même chez Kevin Nash, mais match exceptionnel quand même avec des performances de 99 de Steve Austin. Le mec il a failli faire péter le sang, 64 de Kevin Nash, exceptionnel match que Kevin Nash va remporter, bien sûr. Pourquoi? Parce que il va y avoir des interventions. Il va y avoir des interventions, oui, il gagne avec la Jackknife Powerbomb, mais Claudio Castagnoli et l'ami Bobby Roode vont attaquer Steve Austin dans le dos de l'arbitre, ce qui va permettre à Kevin Nash de prendre l'avantage, de porter son finisher, tomber 1-2-3 et de devenir le nouveau champion du monde de la All Elite Wrestling. Changement de titre. Décidément, il n'y a que des changements de titre dans ce pay-per-view Blood and Guts. C'est le lieu, l'endroit, le moment des changements de titre en ce qui concerne le titre mondial de la fédération. Et là, Kevin Nash est donc désormais entouré à nouveau. Pourquoi pas? Peut-être, on ne sait pas. Pourquoi Claudio Castagnoli et Bobby Roode sont intervenus pour aller donner la victoire à Kevin Nash, eux qui sont apparus, vous savez, avec des cotes de travail. Ah, quel est cet accoutrement? Et ben on découvre la suite derrière, puisque quand Steve Austin est encore groggy au centre du ring, parce qu'il s'est fait défoncer la gueule, Claudio Castagnoli et Bobby Roode vont enlever leurs cotes. Et qu'est-ce qu'ils vont laisser apparaître? Des costumes! Des costumes comme ceux de Kevin Nash. Et Claudio Castagnoli, Bobby Roode et Kevin Nash célèbrent ensemble. Kevin Nash est à nouveau accompagné et a bien eu Steve Austin qui pensait que ça allait se faire clean, qui pensait que ça allait se faire en mano à mano, en one-on-one, homme à homme. Pas du tout. Kevin Nash avait plus qu'un tour dans son sac et Claudio Castagnoli et Bobby Roode sont donc sous la houlette de Kevin Nash. Un nouveau clan se forme. Voilà, et storyline avance, gagne de la hit, Kevin Nash voilà, qui fête son titre, interaction parfaite avec la foule, ça fait 80, et on fait un bon 78 de rating. Je vais féliciter Steve Austin, je vais lui faire un hug direct, Steve Austin. À un moment donné, le mec il me fait 99. On va également féliciter Bryan Danielson pour sa performance qui était quand même assez impressionnante, et puis peut-être aussi féliciter ou donner des encouragements à Cody Rhodes qui a fait quand même 2 combats. Voilà, on va lui donner certains encouragements. Steve Austin a paru content, Bryan Danielson a été très heureux de mon speech et Cody Rhodes a paru également content. Voilà, tout ce beau monde est satisfait. On fait un bon 78 de rating, ce qui reste, on va pas se le cacher, de bonne facture pour un pay-per-view qui était le dernier d'ailleurs de notre année. Nous sommes donc le dimanche, magnifique, dimanche, jour de Seigneur. J'espère que vous êtes allés à la messe. Kip James qui voit son contrat se terminer. D'ailleurs, on va peut-être tout de suite le prolonger. Kip James, c'est peut-être important. Alors, je sais pas trop ce qu'on va faire de Belgique, mais Kip, on va essayer de le prolonger. Voilà, 2100 $ par mois. Je pense que ça ira très bien. 2100 $ par apparence, pardon. Une de side à 2000 sur un an, parce qu'on va pas non plus trop voir sur le long terme avec Kip James. Je pense que ça devrait être accepté. Voilà, très bien, magnifique. En plus, il est champion à l'UPW, magnifique. Et on fait un 2.49 de TV rating. 2.49, attention, est-ce qu'on a battu le record? Non, 1 874 000 viewers, on fait beaucoup moins qu'à Dynamite, pourtant le show était supérieur, mais enfin quand même, on fait ça la out d'ailleurs, c'est bien parce que dans Northwest, on risque de prendre un petit peu de la popularité et aussi de l'importance. D'ailleurs, on va regarder cette importance et cette popularité parce que oui, on est directement au mois de décembre désormais, voilà, on passe le jour, alors qu'on a le beau profil de Ryoja Hijikata, que je ne connais pas, qui a commencé en 1998, qui a derrière rejoint la JPW en juillet 2000.
Pourquoi pas, je ne le connais pas, je ne connais pas sa carrière non plus. Et on va tout de suite se retrouver avec un mois de décembre assez intéressant. D'abord parce qu'on le bookera, vous le savez, lors de l'épisode prochain, dans une semaine. Ah oui, parce qu'on va essayer d'être de plus en plus régulier, mais surtout, on va faire un point sur l'hype des storylines, l'importance et la popularité qu'on a pu gagner au travers des régions, et puis on va aussi faire le bilan financier. Bilan financier, et vous le voyez, on a 17 000 de profit, un peu plus que le mois dernier. Alors j'avais quand même aussi contenté pas mal de personnes financièrement parlant. J'avais déjà 14 000 $, 15 000 $ qui avaient été donnés pour finalement contenter certaines moral issues. Alors bon, 17 000 $ de bénéfices, ça reste correct, on va pas se le cacher. Des tickets de sales qui sont plutôt inférieurs, enfin inférieurs. Oui, effectivement, à ce qu'on a fait le mois dernier, malgré 5 shows, mais en même temps, on a fait tout dans le Midwest. Le mois dernier, là, on est allé un petit peu autre part, dans la Tri-State, également dans le Northwest, donc c'est un petit peu logique d'avoir un peu moins de revenus. Au niveau du TV revenu, forcément, on a fait un show de plus, donc un peu plus de revenus. TV, le sponsor nous en a donné un petit peu plus. Au niveau de la marchandise, on a quand même augmenté significativement par rapport au mois d'octobre. Le coût de worker normal un peu plus important que le mois dernier parce que un show de plus. Le coût des shows a baissé parce que forcément les arénas étaient un peu moins grandes. Au niveau du marketing c'est toujours pareil. Le coût de marchandise forcément comme on a vendu plus a forcément augmenté. Le niveau du coût de production on a un peu augmenté aussi. Le MISC on s'est fait assassiner un peu plus qu'il y a 2 mois mais un peu moins que le mois dernier. Et au niveau des taxes on en a prise un peu plus, alors que là voilà on a un peu moins de moral issues, ça me rassure. Quels sont donc ces mails avec effectivement des nouvelles? Parce que là, ça y est, c'est le 1er décembre, début de mois, qu'est-ce qui se passe? Colt Cabana qui a terminé sa tournée avec la HGPW. Ted DiBiase Junior, pareil, Generico, pareil. Brian Dennison qui se voit offrir un contrat par la C4. Qu'est-ce que c'est que cette C4? Ils sont en régional, très bien. La Dragon Gate qui vient de faire une proposition à l'ami El Generico. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut voir? C'est une offre de tournée. Vas-y mon petit si tu as envie. Va progresser là-bas. Colt Cabana, la Dragon Gate, c'est pareil. Et le deal qui se termine avec Sapporo TV, il va falloir que je le re-signe. Voilà. Sapporo TV, première, c'est expiré. On va essayer de les renouveler. Je ferai ça en off. Un point avant de se quitter quand même sur la size. Ouais, parce que ça c'est quand même important. Au niveau du track progress, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben écoutez, on a plus ou moins stabilisé. Bon, oui, enfin on a stabilisé. Non, on a augmenté dans les Grands Lacs, on a augmenté aussi en Mid-Atlantique, on a augmenté dans le Mid-South, on est stabilisé dans le Midwest, on a augmenté dans le New England, on a augmenté dans le Northwest, forcément, on augmente également dans le Southeast, on a gagné pratiquement un point partout. Bon, Tri-State, on s'est maintenu. Puerto Rico, on a pris un point d'importance, malgré le fait qu'on n'y aille pas souvent, parce qu'effectivement, on ne peut pas promouvoir nos rivalités là-bas, puisque barrière de la langue. Le point sur les storylines, est-ce qu'elles sont hautes? Colo Castellani, Rude Reunion, bah ça limite, je pense qu'on peut même l'enlever cette storyline, parce que voilà, maintenant ils ont rejoint Kevin Nash. Et on saura débuter une nouvelle storyline. Melina Face the Monster, bah, ça a 59, 58 pour TNT Worldwide, et on a 48 seulement pour TNT Worldwide. Donc il va falloir qu'on augmente ces ratings et surtout ces hits de storyline pour éviter de se faire pénaliser en nous disant vous n'avez pas assez de storyline intéressante. Ça va de remédier bien sûr à la chose. Au niveau du prestige des titres, parce que c'est quand même important, Cody Rhodes est devenu champion intercontinental, 55 de prestige. 62 de prestige pour le titre féminin, détenu par Melina Perez. Le titre AEW, double champion désormais Kevin Nash est à 85. Le titre par équipe est à 80. Il va falloir qu'on augmente ça. 40 pour le titre TBS et le titre TNT est à 70. Le prestige des titres me pose un peu problème quand même. Il va falloir qu'on re-augmente ça de manière assez significative lors de la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, l'abonnement, le coup du chapeau, le like, l'activation de la cloche, on y va, on fait péter tout ça. Ça aide au référencement de la chaîne, vous commencez les bails et nous on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye et à la prochaine.